Hanouna, en partenariat avec France Info et l'Obs, présente l'info dans le rétro. Vive la France! Au Brésil, les passions déchaînées par le soulèvement qui vient de chasser du pouvoir le président Goulart commencent à s'apaiser. Et les Brésiliens s'interrogent maintenant sur la signification profonde des heures fiévreuses qu'ils viennent de vivre et qui ne se sont soldées heureusement que par quelques rares échauffourées, comme celles qui se sont produites mercredi soir à Rio et dont témoignent ces images. C'était en 1964 et un coup d'État au Brésil chassait la démocratie. Coup d'État. C'est ainsi que Dilma Rousseff qualifie le processus de destitution engagé contre elle. L'occasion pour nous de remonter avec l'historienne Armelle Anders dans le passé de la démocratie brésilienne, clé essentielle pour comprendre ce qui se joue aujourd'hui dans ce pays. Mais avant le Brésil, restons en France où les petits candidats s'inquiètent du changement des règles pour l'élection présidentielle. Avant de regarder dans le rétro et de voir que ces inquiétudes ne sont pas vraiment nouvelles, un point sur les réformes actuellement à l'étude au Parlement, les explications de Jérôme Rabier. C'est une petite révolution qui se profile pour les candidats à l'élection présidentielle. Première proposition du projet de loi, les 500 parrainages d'élus nécessaires pour se présenter seront désormais directement envoyés au Conseil constitutionnel et non collectés par les candidats. Et la liste intégrale des parrainages sera publiée en temps réel, évitant le faux suspense parfois provoqué. Autre point sensible de la réforme, l'accès aux médias une fois la candidature validée. Actuellement, il y a 5 semaines d'égalité des temps de parole avant le premier tour. Le texte propose de n'en garder que 2, accompagnés de 3 semaines d'équité et non plus d'égalité, c'est-à-dire une représentation des candidats en fonction des résultats des dernières élections et des enquêtes d'opinion, inadmissible pour Nicolas Dupont-Aignan. C'est une magouille qui vise à verrouiller l'expression politique, puisqu'il n'y aura plus d'égalité du temps de parole pendant 3 semaines, là où se forgent véritablement les votes. Donc c'est une volonté des 2 principaux partis et du Parti socialiste de cadenasser l'expression politique et de faire taire les gens indépendants, les candidats indépendants. C'est une honte. C'est une honte. Et m'a rejoint sur ce plateau Nicolas Rousselier, bonjour. Bonjour. Vous êtes historien, spécialiste d'histoire politique contemporaine, auteur d'un très beau livre politique, d'histoire politique, La force de gouverner, chez Gallimard, et vous êtes maître de conférence à Sciences Po Paris. Juste un point sur, parce qu'on ne va pas y passer trop de temps, mais sur la réforme actuelle, qui est discutée d'ailleurs au Sénat ces jours-ci. Est-ce que c'est une révolution ? C'est peut-être pas une révolution, mais c'est quand même un coup de canif dans une règle qui était quand même très ancienne et qui avait été conçue pour garantir effectivement une égalité de traitement entre tous les candidats, c'est-à-dire les grands candidats, les candidats des grands partis, mais aussi toute cette série de petits candidats. Et parmi ces petits candidats, il faut savoir qu'à plusieurs reprises, dans plusieurs élections, ces petits candidats qui apparaissaient petits au début du match, au début de la campagne, se sont révélés être quand même des candidats importants, parfois dépassant les 10%. Et donc, effectivement, ça peut ressembler à une entrave qui est mise à une expression très largement pluraliste. Et vous n'avez pas dit le mot, mais à une entrave peut-être à la démocratie, c'est ce qu'on entend beaucoup en ce moment en tout cas. Voilà, pluralisme et démocratie sont 2 mots effectivement très proches. Et donc, on peut s'inquiéter de ce point de vue-là, parce que d'une certaine manière, les primaires elles-mêmes vont réduire finalement l'offre politique, la pluralité, dans peut-être, en tout cas, un camp important, peut-être 2. Et donc, si en plus cette règle-là, ça risque de réduire un panel auquel les Français étaient très habitués, puisqu'il y a beaucoup de Français, moi-même j'en fais partie, qui parfois peuvent aimer voter pour des soi-disant petits candidats. Et pour ça, ils aiment les entendre et les voir. Et la première fois qu'on a décidé finalement ce temps de parole équitable, c'était pour l'élection présidentielle de 1965, la première au suffrage universel pour un président de la République. Vous avez beaucoup travaillé sur ce sujet dans votre livre. Et j'aimerais que vous écoutiez Alain Peyrefitte, qui, en novembre, juste vraiment au début de la campagne, expliquait à la télévision française, à l'ORTF, Alain Peyrefitte, expliquait donc le fonctionnement de ce temps d'égalité de parole entre les différents candidats. Le général de Gaulle m'a fait savoir qu'il ne compte pas utiliser tout son temps de parole. Il se contentera de parler brièvement, je suppose, vers la fin de la campagne. Il est suffisamment connu des Français et il n'a pas besoin de se faire connaître d'eux.
Mais alors, nous allons passer d'un excès à l'autre. Jusqu'à présent, l'opposition se plaignait de ne pas avoir suffisamment d'accès à la radio et surtout à la télévision. Et voici que maintenant, pendant la durée de la campagne, il ne va y en avoir, si je puis dire, que pour l'opposition, tandis que le général restera muet. Enfin, c'est à peine croyable. C'est justement pour permettre à chaque candidat de se faire connaître que le gouvernement a décidé que 2 heures de radio et 2 heures de télévision leur seraient réservées sur les ondes nationales. Il est donc vrai que le président sortant ne parlera qu'un nombre restreint de minutes, pendant que l'opposition, si elle se maintient dans sa formation de combat d'aujourd'hui, disposera de 20 heures d'antenne à l'ORTF. Le gouvernement est donc plus libéral et plus démocrate que ce n'est le cas dans aucune des grandes démocraties occidentales, sans parler des autres. Alain Peyrefitte, qui était à l'époque ministre de l'Information. Donc c'est un socle essentiel de la Ve République, naissante à ce moment-là, on peut dire ça? Oui, absolument, mais il y a 2 grandes nouveautés. Donc d'abord l'élection présidentielle au suffrage direct. Celle directe. Donc c'est effectivement la grande nouveauté qui avait été introduite en 62, qui va être pour la première fois réalisée en 65. Puis la deuxième grande nouveauté, alors c'est un peu une coïncidence technologique, c'est l'essor de la télévision. Il faut bien savoir qu'en 65, la télévision est uniquement publique. Il y a 2 chaînes, dont une principale. Et donc, c'est un instrument qui est le monopole du service public, le monopole de l'État. Et donc, il pourrait y avoir la tentation, pour le pouvoir en place, d'utiliser ce média à son profit. Or là, Alain Peyrefitte souligne le fait que l'opposition parlera davantage même que le général de Gaulle, parce qu'il explique aussi que le général de Gaulle n'utilisera même pas tout son temps de parole, parce qu'il est déjà assez connu comme ça par les Français. Alors évidemment, il y a de la rhétorique politique de la part de Peyrefitte, parce que dans la réalité, si le général de Gaulle ne veut pas utiliser son temps de parole, c'est parce qu'en réalité, dans le journal télévisé de la télévision française, le général de Gaulle est en permanence favorisé, ne serait-ce que quand il fait des voyages à l'étranger, qui sont souvent des succès, ou des voyages en France. Donc il y a en fait ce qu'on appelle aujourd'hui le storytelling, qui est permanent et uniquement en faveur du général de Gaulle. Mais permettez-moi juste ce rappel à l'actualité, c'est des choses qu'on entend aussi beaucoup, parfois sur le président, à quel moment est-il en campagne, à quel moment n'est-il pas en campagne, c'est des questions qui se posent. Et aux États-Unis aussi, je me souviens de Barack Obama en 2012, faisant des déplacements au moment d'un ouragan par exemple, est-ce qu'il était en campagne ou est-ce qu'il était le président? C'est des questions toujours un peu compliquées, même quand ce n'est pas la télévision publique. Voilà, c'est pour ça qu'il faut bien préciser que toutes ces règles ne sont qu'une convention. Il y a un aspect très conventionnel et donc en partie un aspect artificiel, puisqu'on va dire que l'opposition dispose de 2 heures, que De Gaulle finalement n'utilisera pas tout son temps de parole, mais la limite est évidemment très floue entre tous les moments où le journal télévisé parle de Gaulle. Bien sûr, sauf que là, en 65, précisément, l'opposition, et François Mitterrand en particulier, qui est le candidat de la gauche, va utiliser magnifiquement et très intelligemment la télévision que vous évoquiez, le temps de parole. Et j'aimerais qu'on regarde la une de l'Obs de cette semaine, le Nouvel Obs à l'époque, qui nous a envoyé donc sa une comme chaque semaine. Et s'il y avait ballottage, et il y aura ballottage, c'est-à-dire que la grande surprise... C'est le ballottage. C'est le ballottage, ça veut dire qu'il y aura un second tour, alors que beaucoup pensaient que De Gaulle aurait 50% dès le premier tour et ça serait terminé. Ce qu'il faut dire aussi, en termes un peu familiers, c'est que le général de Gaulle a fait une sorte d'excès de confiance par rapport à sa réélection, mais qui s'explique aussi par finalement sa philosophie politique. C'est-à-dire que le général de Gaulle s'est toujours pensé... Il faut bien reconnaître, à juste titre, il a toujours pensé qu'il avait une légitimité qui lui venait de l'histoire, de la Seconde Guerre mondiale, du combat contre le nazisme. Donc de ce point de vue-là, le référendum qui avait marqué la force électorale de Gaulle, c'est 1958, donc le référendum sur la Nouvelle République. Donc il pensait qu'il n'avait pas besoin de faire campagne. Sauf que, alors... On va un tout petit peu avancer. Les petits candidats, parce que François Mitterrand n'est pas un petit candidat, mais progressivement, les petits candidats, ça va monter en puissance. Je rappellerai juste qu'avant 1976, il suffisait d'avoir 100 parrainages pour être candidat. 100, c'est quand même pas grand-chose. Et voilà, par exemple, le type de candidat qu'on voit apparaître en 1969 à la télévision française. Vous allez entendre notamment l'argumentaire de quelqu'un qu'on connaît bien aujourd'hui, c'est Alain Krivine. Pour la première fois, un militant révolutionnaire a la possibilité de s'exprimer devant vous. Cette possibilité n'est pas le résultat d'une quelconque élection. Cette possibilité n'est pas non plus le résultat de la bonne volonté de l'officine de propagande gouvernementale qu'est aujourd'hui l'ORTF. Si je peux m'exprimer aujourd'hui devant vous, c'est grâce à l'extraordinaire mouvement de 10 millions de travailleurs en mai 1968. Récemment, M. Marcellin, le ministre de l'Intérieur, nous expliquait que le pouvoir était dans les urnes et qu'il n'était pas dans la rue. Lorsque l'on sait que le pouvoir gaulliste s'est institué à l'issue d'un coup d'État militaire le 13 mai 1958,
nous pouvons calmement demander à M. Marcellin si ce pouvoir, il l'a pris par les urnes, il l'a pris par les élections, ou si, au contraire, il n'a pas utilisé la violence pour devenir ministre de l'Intérieur. Bon, rhétorique assez brillante. Autre rhétorique. Autre rhétorique, mais ce qui est quand même très intéressant, c'est que ces petits candidats, grâce à tout le système électoral mis en place, ont accès aux grands médias, à l'ORTF, quitte à dire que l'ORTF, sur l'ORTF, est un média liberticide, ce qui est un peu paradoxal. Oui, exactement. En fait, ce qui se passe, c'est que l'élection présidentielle, dès la première occurrence, 65, là c'est 69, c'est en fait, il faut bien le dire, un immense succès populaire. La participation s'élève à plus de 80%, 85% même en 65. Donc à partir de là, c'est un succès électoral, un succès populaire, un succès des médias. Et donc finalement, même des groupes révolutionnaires qui, logiquement, devaient à la fois rejeter la Ve République et normalement rejeter cette élection de masse présidentielle, Entre dans le jeu. Entre dans le jeu parce que, sans le dire évidemment, mais en fait c'est un formidable tremplin, c'est un moyen de se faire connaître, c'est un moyen, pour reprendre leur vocabulaire de l'époque, peut-être de faire une brèche dans l'électorat, de l'entrisme. Ouais. Et ça a relativement... Alors pour Krivine, ça n'a pas encore trop bien marché en 69, mais à d'autres reprises, on peut penser à Mélenchon il y a peu de temps, à Besancenot. L'extrême droite. L'extrême droite, bien entendu. Jean-Marie Le Pen. Jean-Marie Le Pen, à partir des années 80. 74. Oui, oui. Et justement, alors, on va, devant l'inflation du nombre de candidats, effectivement, je crois qu'il y en aura 12 en 1974, avec le temps de parole, parce que si on cumule les deux, temps de parole, égalité de temps de parole et facilité de se présenter, il y a quand même le risque de la cacophonie. En tout cas, c'est comme ça que le pouvoir va justifier en 1976 le fait de passer non plus de 100 parrainages nécessaires, mais à 500, ce qui est encore le cas aujourd'hui, même s'il y a des évolutions, 500 aujourd'hui. Et les petits candidats font la chasse désormais au parrainage, ce qui n'était pas le cas avant. J'aimerais vous montrer un peu pour s'amuser et pour sourire, mais aussi pour essayer de voir la logique qu'il y a derrière. C'était Brice Lalonde, en 1980, jeune candidat écologiste, qui à la télévision n'a pas d'autre choix que de tenter un petit coup de poker pour avoir ces 500 signatures. Pour être candidat, nous avons besoin, nous, qui ne sommes pas représentés au Parlement, du parrainage de 500 signatures d'élus, que ce soit des maires ou des députés ou des parlementaires. Tous, certainement, oui. J'ai entendu dire, et vous allez me dire que ce n'est pas vrai, j'espère, que certains partis ont donné la consigne qu'il n'y ait pas de parrainage pour des candidats qui ne soient pas des partis politiques en question, c'est-à-dire beaucoup de candidats qui ont des choses à dire, vous l'avez reconnu vous-même. Alors je voudrais publiquement, puisque vous êtes pour la démocratie, vous demander de prendre l'engagement, et je vais vous faire transmettre ces feuilles, de signer pour un candidat qui ne soit pas celui de votre parti. Alors ça ne marchera pas avec Gérard Longuet et Michel Barnier, très jeune, qui étaient en face de lui, mais ça marchera parce qu'il sera candidat en 81, grâce notamment à l'UDF, qui fera signer ses élus en France, l'idée étant de siphonner les voix de François Mitterrand. Parce que c'est aussi un moyen de faire de la politique politicienne, un petit peu ces 500 signatures. Oui, bien sûr. Alors, en fait, les 500 signatures ont parfois été un obstacle. Pour parler de Krivine, ça a été le cas. Krivine et Le Pen. Voilà, Krivine n'a pas pu se représenter pour 81. En même temps, quand on fait l'ensemble de l'histoire, il y a eu quand même très souvent ces petits candidats. Donc, l'obstacle a pu être très souvent franchi. Et la raison, c'est que, et c'est très bien, je pense, d'un point de vue démocratique, c'est qu'au niveau des maires de petites communes, il y a beaucoup de maires qui n'ont pas d'étiquette politique, ou même qui ont, on pourrait dire, la conscience citoyenne de donner leur attestation à des petits candidats, pas forcément parce qu'ils partagent leur opinion. Arlette Laguier qu'on voit. Oui, mais souvent parce qu'ils veulent justement garantir un pluralisme. Alors ça, c'est une version un peu positive, mais il y a aussi les appareils des grands partis qui veulent mettre dans les pattes des autres candidats des petites candidatures qui prennent ici quelques dixièmes de points, quelques points. Ça peut aussi être ça, le jeu des 500 signatures. En tout cas, merci pour ce panorama. On va regarder un peu différemment l'évolution de ces réformes actuelles qui, à vous entendre, ne sont pas très positives, en tout cas de votre point de vue, sur l'évolution démocratique. En tout cas, c'est ce que l'historien nous a dit. À propos de parrainage, il y a aussi la question du parrainage citoyen, donc des formes de pétition qui pourraient effectivement remplacer cette attestation par les élus. Mais c'est une autre histoire. Ouais, merci beaucoup, Nicolas Rosselier. Je rappelle votre dernier livre, La force de gouverner, chez Gallimard. Merci beaucoup d'avoir été mon invité. Et direction le Brésil pour la deuxième partie de cette émission. Le Brésil, où le pouvoir de Dilma Rousseff ne paraît plus tenir qu'à un fil. Le point sur l'actualité avec Pierre Bonjoseph.
2 semaines, c'est le temps qu'il reste à la présidente brésilienne Dilma Rousseff pour convaincre au moins un tiers des députés de ne pas voter pour sa destitution. Depuis mardi, le départ fracassant du gouvernement du parti centriste, son principal allié, la tâche semble se compliquer chaque jour un peu plus pour la présidente issue du Parti des travailleurs. Très impopulaire à cause des scandales de corruption et de la crise économique qui traverse le pays, Dilma Rousseff devrait être fixée sur son sort le 14 avril. Et en cas de destitution, c'est Michel Temer, le vice-président du parti centriste, qui prendrait l'intérim jusqu'au vote définitif de la destitution prévu après une enquête en octobre prochain. Les défenseurs de Dilma Rousseff dénoncent, eux, un coup d'État constitutionnel. Et m'a rejoint sur ce plateau une historienne, Armelle Anders, bonjour. Bonjour. Vous êtes maîtresse de conférence à Paris-Sorbonne et l'auteur dans quelques semaines d'un livre qui paraîtra chez l'éditeur Chadaigne, une histoire du Brésil, des origines, vraiment des origines, jusqu'à nos jours, donc jusqu'à vraiment ce qui est en train de se passer en ce moment. Quand vous entendez le mot coup d'État, qui évoque beaucoup Dilma Rousseff, forcément, l'historienne que vous êtes, ça résonne sur une autre période historique, non ? Oui, sur tout le XXe siècle brésilien, si je puis dire. Alors, donc, coup, dans l'expression qui est utilisée très souvent, c'est golpe, c'est-à-dire coup, hein, sous-entendu d'État. Mais le golpe, comme en français, ça signifie coup d'État, mais aussi coup... un coup politique, un peu politicien. Ouais. Et la deuxième acception me paraît convenir à la situation. Oui. Alors... On va revenir notamment dans une période historique particulière, parce qu'on ne peut pas faire, nous, toute l'histoire du Brésil, on n'a pas assez de temps. J'aimerais qu'on revienne dans une période essentielle, qui était en fait la précédente période démocratique. Le Brésil s'est démocratisé depuis le milieu des années 80 pour cette période-là. On va revenir dans les années 50, un moment important, en 1954, lorsque le président décide de se donner la mort pour protéger la démocratie brésilienne. On est en 1954. Le président Vargas est mort. Obligé par les chefs militaires de démissionner, le président de la République brésilienne s'est suicidé. Autour de son cercueil, ce fut durant toute la nuit de la veillée funèbre, le défilé d'une foule parfois tumultueuse, venue pour le voir une dernière fois, et malgré le service d'ordre, s'emparer du cercueil pour le transporter à l'aérodrome. Des milliers de personnes attendaient à la porte du palais. Cette foule sans cesse grossissait. Ce fut dès lors un véritable raz de marée humain qui l'emporta à travers Rio. Cortège funèbre étonnant et d'une spontanéité telle qu'aucun homme d'État n'en suscita sans doute jamais. La disparition de Getúlio Vargas, étrangement plébiscité par le peuple à l'heure de sa mort, comme il le fut voici 4 ans, laisse le Brésil dans une situation confuse. Image vraiment très impressionnante de la foule brésilienne. Qu'est-ce que ça dit du Brésil de l'époque ? Alors, ce que ça dit du Brésil de l'époque, ça ouvre une grande période en fait de polarisation très forte au Brésil et qu'on retrouve un peu aujourd'hui sous une forme un peu différente. Mais Vargas, qui s'est donc suicidé au pouvoir dans le palais présidentiel, il s'est suicidé pour échapper à un coup d'État. Alors, c'est un geste politique ? C'est un geste politique extrêmement fort qui a permis de préserver les institutions démocratiques qui datent de 1946, ces institutions démocratiques. C'est sacrifié pour la démocratie brésilienne. Oui, alors c'est très paradoxal parce que Vargas a commencé sa carrière politique comme dictateur, et pas un dictateur extrêmement sérieux dans sa dictature et répressif, mais une dictature très modernisatrice qui a duré de 1937 à 1945. Bien dans l'esprit de la devise brésilienne, hein, ordre et progrès. Et d'ailleurs, Vargas est un homme du sud du Brésil, une région où le positivisme a été très, très important, très prégnant. Donc ça lui convient assez bien. Et donc, Vargas, comme dictateur, et enfin au moment où il a accédé au pouvoir, a développé une politique sociale importante et tout un discours adressé, alors dans un cadre autoritaire, aux travailleurs du Brésil. Qui va déplaire. Alors, ce qui est très intéressant... en gros, le dictateur devient démocrate, si j'ai bien compris. Alors, il devient démocrate parce que, pendant la Seconde Guerre mondiale, le Brésil entre en guerre aux côtés des Alliés, donc contre le nazisme, le fascisme. Et cette dictature anticommuniste est obligée d'entrer dans une alliance, de s'accorder avec les communistes. C'est une entrée un peu à reculons dans la démocratie, quand même.
Oui, mais ce qui caractérise Vargas, c'est son pragmatisme. Et ce qui est très caractéristique, c'est que, enfin très étrange, il a commencé sa carrière politique à la droite, même droite extrême, et puis il meurt en 1954 à gauche. Et il est à l'origine d'un courant important de la gauche brésilienne. Et alors, qui veut sa mort ? Eh bien, alors, qui le pousse à se suicider, en tout cas. Alors, qui veut le pouvoir ? Qui veut le chasser du pouvoir ? Alors, la droite conservatrice, libérale, il y a ceux qui n'ont pas digéré la période de l'Estado Novo, la période dictatoriale, un peu fascisante. Et puis, il y a tous ceux qui estiment que sa politique sociale, son discours à l'égard des travailleurs du Brésil, c'est la grande marque de fabrique, lui se disait travailliste. Parti des travailleurs ? Alors, le Parti des travailleurs s'est construit en rupture. C'est construit en rupture avec cette tradition gétouliste, par opposition. Et puis finalement, avec l'exercice du pouvoir, il est réinvesti de cette. Et vous avez dit au début quelque chose qui m'a très intéressé, notamment dans le cadre de cette émission qui s'intéresse à des allers-retours historiques. En gros, que quelque chose se joue qui dit des choses sur le Brésil d'aujourd'hui. Cette opposition, on la retrouverait aussi aujourd'hui un petit peu alors. Ce qu'on retrouve aujourd'hui, c'est une polarisation très forte et puis finalement des continuités. Ce qui marque une partie des manifestations. Le Brésil est polarisé. Vous avez des manifestations, c'est des très net, le 13 mars, anti-PT essentiellement, et puis anti-Dilma, mais anti-Lula, un antipétisme qui rejoint un peu l'anticommunisme d'avant 1964. Alors justement, en 64, c'est une date importante, puisque là, c'est un vrai coup d'État. Il n'y a plus de suicide qui permet de sauver les apparences quelques années, puisque voilà ce qui se passe en 1964 au Brésil, la mort de la démocratie. Au Brésil, les passions déchaînées par le soulèvement qui vient de chasser du pouvoir le président Goulart commencent à s'apaiser. Et les Brésiliens s'interrogent maintenant sur la signification profonde des heures fiévreuses qu'ils viennent de vivre et qui ne se sont soldées heureusement que par quelques rares échauffourées comme celles qui se sont produites mercredi soir à Rio et dont témoignent ces images. Renversé par la coalition implacable de ses ennemis politiques et des principaux chefs militaires du pays, le président Goulart n'est plus aujourd'hui qu'un exilé qui a cherché asile en Uruguay, où il doit méditer sur la fragilité et l'impuissance du soutien populaire dont il se croyait assuré. Des milliers d'habitants de Rio de Janeiro, partisans du progrès dans l'ordre, devise du drapeau national, ont applaudi la chute de celui qui déclarait vouloir défier les puissances d'argent et les intérêts étrangers. Est-ce que Dilma Rousseff se pense une nouvelle Goulart ? Alors, elle doit être en train de se voir comme ça, sans doute. Sans doute. Et d'ailleurs, elle vient, elle a accédé assez tardivement au PT. En fait, elle vient de cette tradition gétouliste. Donc de Vargas. De Vargas. Donc c'était vraiment un référent historique très fort aujourd'hui au Brésil encore. Alors, ça ne l'était plus et peut-être que là, ça va le redevenir. Mais effectivement, ce qui est prégnant en ce moment, c'est ce coup d'État de 64. Aujourd'hui, c'est l'anniversaire, c'est le jour anniversaire, le 31 mars. Et il y a de grandes manifestations justement pour faire le parallèle entre ce qui est en train de se passer. Et ce coup d'État de 64, c'est celui de 54. Ça se fait contre les héritiers de Vargas. C'est ça. Et donc tout est lié dans cette tradition politique et cette polarisation, cette ligne de clivage qui n'est pas exactement la droite et la gauche, mais enfin qui ressemble quand même beaucoup. Merci beaucoup Armelle Anders, comme quoi des faits qui se sont déroulés il y a 50 ans nous permettent aussi de comprendre ce qui peut se passer aujourd'hui et demain au Brésil. Merci, je rappelle le titre de votre livre qui sort dans quelques semaines. C'est une histoire du Brésil chez Chandaigne, éditeur. Merci beaucoup d'avoir été mon invité. Merci. En plus cette semaine en forme d'hommage au formidable conteur d'histoire que fut Alain Decaux. Même si vous allez le voir dans cet archive de 1973, il est toujours risqué pour un historien de se projeter dans l'avenir. En l'occurrence, on se projetait en l'an 2000. Et c'est ainsi que, vers les années 1975, 1980 et encore après, un véritable combat de prééminence s'est livré entre Paris et Lyon. En l'an 2000,
en l'an 2000, il n'est pas exclu, malgré tout, que Lyon l'ait légèrement emporté sur Paris. Parce que Lyon a des atouts géographiques que n'a pas fatalement Paris. Mais de ce combat a résulté le mode de vie qui est le nôtre, là, en l'an 2000 où nous sommes. En même temps, il est tellement bon qu'on a même envie d'y croire que Paris a été dépassé par Lyon aujourd'hui. Allez, pour terminer, comme chaque semaine, un petit conseil de lecture. J'ai peu de temps. C'est le nouveau numéro spécial de l'excellente revue L'Histoire, consacré à Jacques Chirac, le cas Chirac. Vous y trouverez vraiment tout de la Chiraquie, des années de pouvoir, mais aussi des années avant le pouvoir et un petit peu après. C'est intéressant, surtout que beaucoup considèrent que François Hollande a beaucoup de Jacques Chirac en lui. Peut-être une lecture qui permet d'avoir de l'info dans le rétro aussi. Voilà, c'est ainsi que s'achève ce nouveau numéro de l'info dans le rétro. Et comme chaque semaine, pour vous dire au revoir, j'ai convié une speakerine venue du passé. Mesdames, Messieurs, en vous souhaitant une très bonne fin de journée, nous vous souhaitons également un très bon week-end. Nous nous retrouverons la semaine prochaine. En attendant, bonsoir à tous. Vive la France! Public Sénat et l'INA, en partenariat avec France Info et l'Obs, vous ont présenté l'info dans le rétro.